Bonsoir tout le monde. Alors attendez. Depuis le temps que je le dis et que je le fais pas, Luc, je te proclame technicien du chat. Voilà. T'as une petite icône de technicien à côté. Bon, pour le peu qu'on sera, je pense pas que tu aies beaucoup de modération à faire. Hein. Mais de toute façon, je te l'avais dit depuis je sais pas combien de lives que si tout d'un coup on a besoin de quelqu'un, je suis sûr que tu feras l'affaire. Donc là, tu es modo sur mon chat de 6 personnes. Ah non, tu vois, dès que je t'ai mis modo, il y a quelqu'un qui est parti. Maintenant, on est 5. Ah ah. Bonsoir tout le monde et bonne année. En espérant qu'on commence correctement. Ah bah justement, la première de tes questions, Luc, c'est une question vis-à-vis des lives. Penses-tu refaire des jeux concours en live sur ta chaîne ? Alors oui, mais il y a un petit truc que je dois faire avant, c'est répondre à la réponse au résultat du concours du dernier jeu. Parce que j'avais toujours pas donné mon retour sur Night of Cups. J'ai des idées, il y a des trucs qui sont même prêts déjà. Et pour moi, Night of Cups, c'est un film très difficile à aborder. Et je voudrais pas trop dire des absurdités. Sur mon ressenti, notamment. Parce que c'est plus un film qu'on ressent qu'un film qui s'analyse d'une façon froide. Voilà. Quel est ton avis sur la chaîne Clap ? Que je n'ai toujours pas regardé en détail, donc je ne peux pas vraiment te répondre sur cette question, malheureusement. Mais à un moment, je vais bien devoir m'y coller. Tout comme deux autres chaînes que je voudrais regarder en détail, qui sont Clara Runaway et Le Coin du Bis. Des chaînes que je voudrais regarder en détail, et j'ai commencé à regarder. C'est très ample, hein, mais c'est un boulot impeccable. De mon point de vue, c'est un boulot impeccable, aussi bien forme et fond, même plus que fond que forme, mais la forme est tout à fait à la hauteur du fond. C'est cinéma et politique, très propre, très pro, très intellectuellement fort. C'est-à-dire que la plupart des trucs, je les capte pas, parce que c'est parler plus de politique dans les films qu'autre chose. Donc, c'est une chaîne qui vaut le coup. Il n'y a pas beaucoup de vidéos encore, mais je lui souhaite vraiment bon vent, parce que good speed, parce que c'est vraiment une chaîne vraiment bien. Mais le Clap, je n'ai pas encore regardé en détail. Qu'en penses-tu des analyses de séquences de League the Sun, surtout celles sur Shining ? Fait-il trop d'interprétation pour League the Sun ? Je parle surtout des 50-50. Shining, je savais même pas qu'il avait fait une vidéo sur Shining. Moi, je suis pas abonné à ce mec, donc si c'est pas dans mes suggestions, j'ignore son existence, Luc. Non, je crois pas, Luc, que ce soit lié. Savais-tu qu'il y avait un film, je crois que ça s'appelle Room 237, un film qui est uniquement fait des interprétations sur Shining. C'est une sorte de film documentaire où tu as des spécialistes de complot, des cinéphiles et tout ça qui vont commencer à analyser Shining d'une façon excessive en fait, pour trouver tous les détails qui amèneraient à des interprétations et tout ça. Moi, ça me surprend pas. Il y a les possibilités pour faire beaucoup d'interprétations, et je suppose que Link the Sun, s'il a bien fait son boulot, il a vu ce documentaire avant de faire sa vidéo. J'espère au moins qu'il a parlé de ce docu dans sa vidéo, parce que sinon ce serait un petit peu malhonnête. Voyons. Et ensuite, quelle est ta meilleure expérience de film en IMAX ? Où cela s'est-il passé ? Principalement devant mon écran d'ordinateur. Moi, je l'ai vu malheureusement comme expérience plus ou moins IMAX, hein, Gravity et à la géode Samsara. Je suis pas allé au Futuroscope, et la plupart des salles qu'on vante comme étant de l'IMAX, ce sont des LIMAX, donc des salles qui ne correspondent pas aux standards de l'IMAX, parce que l'IMAX, ce sont des standards d'écran, des standards de son. Donc, je crois pas qu'à Paris il y en ait. Je crois qu'il y a un parc Disney de salles de cinéma, le village Disney, un truc comme ça, un peu à l'extérieur de Paris, où il semblerait qu'il y ait une vraie salle IMAX. Mais autrement, tout ce qu'il y a à Paris, c'est pas de l'IMAX, c'est du bidon. C'est des grands écrans, mais ça ne correspond pas à l'IMAX. Donc, je ne pourrais pas dire en fait que j'ai vu de l'IMAX. Même, je crois que la géode, ça ne correspond pas totalement à de l'IMAX. Mais par contre, c'est un écran qui est vraiment gigantesque. On n'est pas loin, je crois, mais c'est rigoureux la qualification d'IMAX pour les salles, donc
Je pourrais pas te dire. Après, en tant que pur film, j'ai adoré Chronos. Pour moi, c'était vraiment la porte d'entrée qui m'a fait découvrir l'IMAX. C'est le film qui m'a fait le plus de choc, Chronos de Ron Fricke, qui a fait Samsara d'ailleurs en 2011. Hein. Chronos, c'est, je dirais, en 85 qu'il a fait le film. C'était après son expérience sur Koeniskatsi, donc il y a une espèce de filiation. Oui, je dirais que c'est Chronos qui m'a fait le plus d'effet. C'était très très beau. J'ai vu des films sur l'automobile aussi, en IMAX. Des films sur les avions, en IMAX, j'en ai vu un. Et j'ai vu 2-3 films sur l'espace. Parce que bien sûr, le principe des caméras IMAX, c'est de filmer à haute définition. Et le problème, c'est que ce sont des caméras très lourdes, mais dans l'espace, c'est pas un problème en fait. La NASA était très vite intéressée par ces caméras. Et ils ont filmé des images et ça a été d'assez beaux succès, les films Blue Planet et je crois qu'il y a un film qui s'appelle Hubble. Et après ils ont fait bien sûr des films avec des effets spéciaux en numérique pour montrer des dinosaures et tout ça avec de l'IMAX, c'est toujours très impressionnant. Après bien sûr c'est un petit peu, un peu moche, hein. Mais dans une grande salle avec le son ça le fait en fait. Donc voilà, malheureusement, la plupart de mes expériences avec les films qui sont prévus pour de l'IMAX, c'était devant mon ordinateur. J'ai peur de rencontrer, et c'est aussi pour ça que souvent les gens s'enferment en fait dans leur bulle YouTube, ou dans leur bulle de cinéphilie, et en parlent finalement très très peu avec d'autres personnes. C'est que les gens ont beaucoup d'orgueil sur la culture qu'ils ont pu acquérir, et du coup ils ont du mal à accepter qu'ils ont tort ou accepter qu'il y a des choses qui leur font défaut dans leur culture. Et ça, après, ça amène à des débats dignes de Verdun, ce que je n'aime pas du tout et qui me peuvent vraiment me faire perdre patience assez facilement. Donc c'est une sensibilité vis-à-vis de la relation humaine à avoir quand on a une confrontation de culture qu'il faut faire dès le départ. Moi j'ai toujours cette crainte qui est sur ces populations, sur ces communautés bloquées dans des discords, des gens qui sont assez obtus. Donc je verrai, je découvrirai ces gens, mais en tout cas même si j'arrive comme ça avec mes analyses de séquences et tout ça, mon but n'est pas là de faire prévaloir ma science plutôt que la sienne, la personne avec qui je parle, mais plus de faire une ouverture et de voir justement en complément sur la base de ce que je dis, puisque je vais être animateur là-bas. Donc je vais passer peut-être un soir par semaine à faire une animation. Je voudrais rencontrer des gens avec qui on peut discuter. Parce que moi qui reviens d'une communauté gaming, par moment, c'est les ressources humaines d'entreprise que je suis en train de faire. Ce n'est pas du gaming. Ce n'est pas du jeu de rôle en fait. C'est de la ressource humaine. Et ça, c'est extrêmement irritant. Donc j'espère que je n'aurai pas à le faire pendant des sessions de partage culturel et de partage de cinéphiles, quoi. Mais ça, on peut pas le savoir avant d'avoir eu les gens en vocal. Par exemple, là, j'avais posté une analyse dans leur Discord et il y a un mec qui dit « Je suis pas du tout d'accord avec toi » et tout ça. Bon, moi, je vais lui dire « Bah écoute, ça tombe bien. Moi, je vais organiser des sessions où on va analyser des scènes et tout ça. Bah écoute, je serais ravi que tu sois parmi nous en vocal pour pouvoir discuter en fait de séquences et voir justement si tu as des éclairages qui sont inédits, qui sont pertinents, brillants. Donc voilà, je lui tournerai comme ça, mais il faut tendre la main, espérant qu'il ne me la bouffe pas, quoi. Bon, je dis ça, c'est que je suis quand même assez timide, donc forcément ça n'aide pas. Ah tiens, bonne question, Mathis. En parlant de timidité, t'aurais pas des films de qualité qui en parlent frontalement, des films sur la timidité? Ben, je pense que je peux te donner non seulement un film déprimant pour le dimanche, mais en plus un film sur la timidité. Ah, le combo gagnant. Ce serait Marie et Max. C'est un film d'animation en pâte à modeler où tu as deux personnages qui vont avoir une relation épistolaire à travers des lettres qu'ils s'envoient entre l'Australie et New York. Et je trouve que il y a beaucoup de sensibilité et de fragilité de la part de ces personnages quand ils doivent se confronter aux autres, qui est admirablement sensible
Vraiment, c'est un film très sensible. Moi, il m'a beaucoup ému. À la fin, je pleurais parce qu'il y a une scène de fin terrible où, voilà, ça parle de mort, ça parle de mort, de suicide, de petits plaisirs de la vie, mais finalement qui sont vraiment des petits plaisirs de malheur, de tristesse. Vraiment, c'est le truc terrible, terrible. Voilà, c'est un film qui est fort en émotion, qui est réussi, alors qu'on parle de bout de chewing-gum. On parle de film off ta pâte à modeler, et il y a une réussite incroyable. Vraiment formidable comme film. Autre film, toujours des films que j'aime beaucoup, parce que forcément je me lie d'amitié avec les psychologies, les personnages avec ces psychologies-là. C'est Ben X, je crois, de mémoire film belge, sur quelqu'un qui a, je dirais pas le syndrome d'Asperger, mais pas loin, je sais plus exactement dans le film qu'est-ce qui est dit, mais c'est quelqu'un qui est... Le film transpire la timidité, mais j'ai jamais vu ça. Moi, j'ai dû arrêter le film plusieurs fois, le mettre sur pause plusieurs fois, parce que c'était très 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 intense ce qui était présenté dans le film. Ça va. Si vous-même vous êtes sensible, ça va. Le film, il va vous faire un mal, mais il va vous faire mal. Mais moi, j'ai vraiment subi beaucoup le film. Mais ça veut dire qu'il marchait. Donc c'est un des plus grands films sur la timidité. Le film elle est hallucinant. Il est hallucinant. Ben X. Oui, alors, Looking Glass Cooper, j'ai vu Bleeder tout récemment. Je ne l'avais jamais vu. Oui, Lenny qui ne sait pas comment parler à la femme et qui loupe les rendez-vous. Enfin, il fait exprès de louper les rendez-vous. Tout à fait. Je suis d'accord. Après, je trouve qu'il est un peu monolithique, il est un peu neutre. Voyons, c'est un peu étrange sa façon de jouer, mais c'est peut-être ce que ressentait Refn quand il était plus jeune. En effet, Bleeder, il a cette moitié de film en fait qui est sur la timidité. Je suis d'accord. Sur ce personnage-là qui sait pas trop comment parler à quelqu'un qui lui plaît. Après, il y a beaucoup de teen movies qui fonctionnent comme ça aussi. Ça m'en vient pas. Il y en a pas qui m'en viennent à l'esprit, mais il y en a énormément. Je ne connais pas Les Deux Amis. Ça me dit rien. C'était un film français ? Je suis en train de réfléchir encore à des films sur la timidité. Je me suis pas posé la question parce que justement ça me renvoie à mon... En quelque sorte, je me pose pas cette question parce que ça me renvoie à mon mal-être en tant que timide. Donc je veux pas me projeter encore dans ces personnages qui m'ont beaucoup chamboulé. Après, il y a aussi il y a une timidité cliché, mais qui fait du bien quand même à être vue, mais sous forme de cliché, ça passe presque mieux. Mais c'est quand même gênant en fait, ces moments. Après, c'est du gros cliché, mais le film Cyprien, avec Elie Semoun, qui joue un espèce de geek affreux, vous savez, les clichés, mais à n'en plus finir des geeks. Et bien sûr, ce geek qui se confronte à une femme, et bien sûr, il sait pas du tout comment lui parler. Mais genre la maladresse la plus cliché, la plus abominable possible. Alors que la femme, considère comme un peu n'importe qui, quoi. Et lui, il ne sait pas où se mettre. Et je trouve que c'est aussi une forme de timidité qui peut exister, qui est peut-être plus facile à faire. Donc ça peut être une porte d'entrée pour appréhender son problème sur la timidité, avec des films clichés sur la timidité. Il y a souvent une dualité dans les films de Refn. Là, on a le premier, un mec timide, gentil, un deuxième mec ultra violent. Oui, qu'il devient en effet Dersu Zala. Le film, on ne sait pas sur quel héros on doit se concentrer. C'est peut-être lui qui voulait nous donner cette impression. Oui, il y a un côté bipolaire dans le film, entre douceur et violence, ce qui est souvent le cas chez Refn. Je vous rappelle cette scène d'ascenseur où le mec embrasse la femme dans Drive, le plus connu, et après fracasse le mec avec ses pieds. Donc finalement, on est déjà sur un film qui vante tout, Refn. Même les couleurs excessives. Tout à fait, je suis d'accord qu'il y a une dualité qui se retrouve ici. Après, c'était spécifiquement par rapport à l'exemple du timide. C'était pas le film en lui-même qu'on évoquait. C'est difficile pour moi de faire autre chose. En avril et mai, ça sonnera les 10 ans de mon activité de cinéphile sur YouTube. En tout cas, on va dire sur Internet. Parce que c'est en 2011 que j'ai fait mes premières vidéos sur le cinéma, que j'ai postées d'une façon ou d'une autre quelque part sur Internet. Mais à l'occasion, je ne sais pas ce que je vais faire. Peut-être Bénure ? Hein, Luc ? Si j'arrive à terminer les analyses, oui, pourquoi pas. Je ne suis pas contre. Autrement, bien, ça restera un rythme... surtout si, non seulement je m'occupe de
de faire un peu de jeu de rôle avec les copains et de m'occuper de ce Discord, d'animer un peu ce Discord. En même temps, si personne vient aux sessions audio, ça va être vite terminé. Hein. Ah là là, Robin qui a une question qui est problématique. Où est donc Paul Allen ? Paul Allen, il est à Londres, hein, on l'a tous vu partir. Écoute, il semblerait que dans le bouquin ce soit beaucoup plus clair que dans le film. Ça, c'est une question. Ça, je pourrais faire par exemple ce qu'ils appellent les Anglais une vidéo essay sur la question où est Paul Allen. Bonne idée de vidéo essay, mais où est Paul Allen pour parler du trouble psychologique et que tout le monde s'appelle par les mêmes noms et ils se perdent en fait entre eux et tout ça. Et en fait, il faudrait que je termine le bouquin en fait pour savoir ce qu'il en est vraiment dans le bouquin et de voir comment dans le film on ne sait pas. C'est pas clair. Paul Allen, ah oui alors, Luc, tu sais pas qui est Paul Allen, Luc, mais c'est pas possible. Non, c'est dans American Psycho. De Mary Harron, c'est un de mes films préférés, hein, American Psycho. Tu as un personnage qui s'appelle Paul Allen qui est tué par Patrick Bateman. Et Patrick Bateman fait croire aux gens qu'il part en voyage, Paul Allen, hein, alors qu'il est mort. Et à la fin du film, finalement, Patrick Bateman trouve son avocat, à Paul Allen, qui lui dit « Oh, mais il est à Londres !» Et là, Patrick, il est complètement... il sait plus quoi faire. Il croit qu'il l'avait tué, en fait non, il est complètement perdu. Le format s'y prête bien. Oui, je pense que je suis d'accord. Il s'y prête, mais le problème c'est que j'en reviens à des problèmes d'extrait, de droit de YouTube et tout ça. Si je veux le mettre sur YouTube, où est Paul Allen ? Et à contrario, si vous voulez un exemple qui soit dans l'autre sens, un moment, vous saviez, j'avais en 2017 failli perdre ma chaîne et j'étais vraiment pas bien. Et du coup, moi, je cherchais un moyen de me détendre. Et j'avais envoyé un message sur Facebook, est-ce que vous avez des films qui donnent la pêche et tout ça. Moi, j'ai choisi j'ai regardé quelques films avec De Funès. J'ai regardé les Fantomas, pardon. C'était très réussi. Et j'ai vu après Troll, le film d'animation Troll, avec les trolls qui chantent là. Et ça a été le film qu'il fallait que je voie. Ça m'a enchanté et j'étais refait. J'étais super content après avoir vu le film. Et ça, le pouvoir de l'animation, n'est-ce pas ? Quelle que soit la qualité de l'animation. Parce que Troll, c'était pas très beau, hein, mais c'était l'histoire qu'il me fallait. Avec des super musiques très entraînantes, très joyeuses. Vraiment, c'était le film au beau moment. Et aussi Peanuts the Movie. Très 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 bien. Alors c'était pas les mêmes trolls, hein. C'est les trolls de DreamWorks, le film d'animation. Une sorte de comédie musicale d'animation. Ils ont fait la moitié des courts-métrages d'Animatrix. Ah oui, d'accord. C'est bien que tu m'évoques Animatrix. Comme ça, je situe un peu. Ils ont fait les fragments de Renaissance. Parce que ceux-là, ils sont très très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé. La narration est belle. Moi, j'aime beaucoup la narration des deux parties de Renaissance. Ils ont fait... Est-ce que c'est eux qui ont fait World Record ? Je trouve l'histoire superbe. Avec ce mec qui court et au final, il dépasse la matrice et après, il se fait avoir. Je remercie d'ailleurs mon frère qui m'a montré ce film. À l'époque, on regardait beaucoup d'animés, de dessins animés, de trucs comme ça. Et on a vu le film et c'était trop bien. C'est eux qui ont fait Metafukas ? Ah, d'accord. Parce qu'il est sur ma liste, je l'ai trouvé. Je ne l'ai pas encore regardé. Mais si c'est eux, ok. Ça me donnera presque envie d'accélérer le pas pour aller voir Metafukas. L'œuf de l'ange, non. Écoute, je vais encore le noter. Sinon, la vraie question, à quand les 1 million d'abonnés ? Écoute, j'ai mis 10 ans pour avoir 10 000 abonnés, donc... Écoute, je voudrais bien rivaliser avec Mathusalem, parce que je crois que là, il faudra vraiment l'âge de Mathusalem pour avoir 1 million d'abonnés. Ou sinon, moi, je sais ce qu'il faut faire, hein. Sauf que moi, je veux pas faire cette merde. Je veux pas commencer à parler de séries, alors... réaction vidéo à des épisodes de Game of Thrones, le top 5 de mes films préférés, le 4e va vous surprendre, qu'est-ce qu'il y a comme des trucs bien nuls qu'on pourrait faire encore sur la chaîne, des reaction trailers, ah oui, des reaction trailers, voyons, ah oui, bien sûr, grand classique, je suis sûr qu'en plus que vous aimeriez ça,
des miniatures avec des têtes de moi en train de faire des poses pas possibles. Quoi encore de bien putaclic? Avec des femmes à poil derrière, ouais, mais je pourrais me faire censurer. Alors attendez, voyons, qu'est-ce qu'on peut faire encore comme idée à la con? Je parle de films de merde, pour dire ce film est une merde, parce que les gens aiment bien le sang. J'aime bien Anal Génocide qui disait que oui, les gens aiment bien le sang dans l'interview avec Querelle. Les interviews de Querelle sont vraiment bien, je trouve. Il arrive à leur faire dire des choses d'une façon très polie en fait, qui éclaircissent les choses. Des feux d'artifice en arrière-plan, oui bien sûr. Mais oui, des trucs où genre oui, ce film est une merde, où je clash, les vidéos clash bien sûr. Et genre, vous savez, je mets genre l'affiche de Pulp Fiction, et moi à côté, avec une petite croix, va des retro Satanas, je n'aime pas ce film, ou genre, vous savez, les gros films que les gens aiment bien, et moi je leur tape bien dessus. Astérix Obélix Mission Cléopâtre, blam, je déglingue le film. Avengers, Marvel, blam, je déglingue les films. Voilà, ça fait des vues. Ah, si vous voulez, si tout d'un coup vous voyez des trucs comme ça sur la chaîne, au-delà des questions en FAQ, là, en FAQ, je suis libre, hein, et c'est une fois par an, alors je peux bien m'exercer à ce genre de choses, mais autrement, sur la chaîne, vous voyez pas ça, en fait. Les fois où je déglingue des films, c'est des films que je vais voir au cinéma, et j'avais prévu d'en parler, et finalement, c'est d'infâmes merdes. Mais généralement, j'arrive à avoir quand même un petit peu le film que je souhaitais avoir, donc je me trompe pas. Mais finalement, je sors très très peu au cinéma, et quand j'y vais, généralement, je me trompe pas. Il y a quelques fois où je me suis trompé, mais c'est vraiment rare, hein. C'est que la promotion était une véritable escroquerie. Donc au final, ça va. Mais oui, pour 1 million d'abonnés, il faut bosser dans ce sens-là. On y arrive. On a des tocards, donc des mecs qui n'ont aucune culture, hein, aucun effort intellectuel à faire, qui ont des milliers d'abonnés depuis bien plus tard que moi. Les mecs, ils ont commencé en 2017. Ils ont déjà 10 000 fois plus d'abonnés que moi. Mais après, c'est Toto Gaming, hein, c'est les Totos qui vont chez eux parce qu'ils veulent voir juste un flux. Ils veulent pas avoir une pensée, ils veulent voir un flux qui reste dans le flux. Mais après, faut pas qu'ils s'étonnent qu'ils soient médiocres en fait. Quand eux, ils vont commencer à parler de cinéma, parce qu'ils auront vu des tocards et des gens qui ne les auront jamais poussés en fait dans des directions. Quand vous verrez mes critiques sur des films de prison, vous dire c'est un peu léger. Vous avez raison. Mais en attendant, je vous aurais évoqué certains films, donc des films qui sont bien avant votre naissance et voire même peut-être avant la naissance de vos parents. Peut-être, je ne sais pas, ça dépend quel âge vous avez. Vous dites tiens, c'est intéressant qu'ils nous parlent de vieux films comme ça, on va aller voir. Il faut au moins, si vous ne faites pas l'effort de fournir un travail intellectuel pour que la masse qui vous suive puisse se boire vos paroles, il faut au moins exciter l'intérêt de sortir un peu des sentiers battus, et pas de genre des faux sentiers battus. Je vais vous parler d'un film de Tarkovsky. Qu'est-ce que c'est que cette connerie encore? Tarkovsky n'est pas une connerie, mais c'est le mainstream des trucs pas connus. Quand moi j'entendrai un de ces youtubeurs parler de Parajanov, oui, là moi je serai impressionné. Pour l'instant c'est pas le cas. Parce que je crois que personne sur YouTube français a parlé de Parajanov. Ou même tout d'un coup, le mec il va te dire je vais vous parler de Ingmar Bergman. Waouh, putain, Reggie Gorilla qui parle de Ingmar Bergman. Alors là, moi j'ai envie d'écouter ça. Ah ouais, mais carrément. Ou Clapman qui parle de Murnau. Mais genre sérieux quoi. Alors moi j'ai envie d'écouter ça. Mais les mecs le font jamais. Tout simplement. Déjà que les gens qui veulent faire le font pas. Je parle de moi, hein. Moi j'ai envie de vous parler de... Mais moi j'ai prévu de petites analyses de La Nuit d'Antonioni, hein. Elles sont au chaud, hein. Mais elles vont sortir à un moment, hein. Vous vous y attendrez pas. Bam. La Nuit d'Antonioni, boum. Et des trucs qui durent 30 minutes en plus, hein. J'ai analysé le début et la fin de La Nuit d'Antonioni. Je crois que c'est La Nuit, c'est pas l'Aventura. Ou c'est l'Éclipse, je sais plus, oh là là, je me perds. Je crois que c'est l'Éclipse. Non, c'est l'Éclipse. Maintenant que je me refais le film, oui, c'est l'Éclipse. Donc avoir 1 million d'abonnés, c'est très séduisant. Mais si c'est pour un compromis intellectuel, jamais de la vie. Parce que ces gens veulent en vivre. Alors il faut faire des efforts dans un autre sens. Et donc tu me dis bonjour, j'ai assisté à un live de YouTuber Mr. Fox pour lui.
On ne court pas tellement de risques à utiliser des extraits qui ne nous appartiennent pas. À chaque fois qu'une de ses vidéos est bloquée, il fait une réclamation en citant le droit de courte citation et sa vidéo est systématiquement débloquée dans les jours qui suivent. Même chose pour les strikes. Il affirme même que maintenant on peut prendre des dizaines de strikes sans que la chaîne soit supprimée. Bah moi, déjà, j'ai pas envie d'essayer. Et de deux, ce qu'il dit, oui, peut-être pour ces extraits, moi, il y a une vidéo que vous n'avez toujours pas vu republier parce qu'à chaque fois, c'est systématique et je peux rien faire. Donc, non. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bonjour, non. Juste non. Tu as déjà contesté le blocage de ta vidéo en brandissant le droit à courte citation? Oui, et ils en ont rien à foutre. Donc bon, c'est bien gentil, mais je crois pas qu'on vive sur la même planète en fait. Écoutez, à un moment, je peux essayer, hein. Je peux essayer. Je peux essayer de faire une vidéo comme je l'aurais souhaité. Voilà, je sais pas sur quoi, mais peut-être pour les 11 ans, je balancerai un truc, un ovni de l'espace. Un truc de l'espace où vous verrez que c'est complètement différent que ce que je fais d'habitude sur YouTube. Et j'attendrai les droits d'auteur de pied ferme. Et soit les contestations passent, soit la vidéo elle disparaît. Et vous ne l'aurez pas. Vous ne l'aurez plus. Les premiers l'auront vu et les autres, non. Donc écoutez, on peut tenter, hein. Moi, je veux bien tenter. Après, il faut que je trouve un sujet. Un sujet pour les... Quand je dis les 11 ans, mais en fait, ce serait les 10 ans, plutôt. Les 10 ans de Cinefight. À peu près vers avril-juin. Avril-mai, pardon. Écoutez, on peut imaginer que pour avril-mai, je vous sorte une vidéo un peu différente de tout le reste. Visuellement parlant, au final. Où, genre, je fais fi absolument de toutes les règles des droits d'auteur que je me suis imposé pendant des années. Et je vois si ça résiste. Et je vois jusqu'où je peux la faire tenir. Par contre, si je peux vous assurer que si ma chaîne se fait ban à cause de cette vidéo, je ferai autre chose. Hein. Vous m'entendrez peut-être... C'est pour ça que je vous incite à aller sur le Facebook. Hein. N'oubliez pas d'aller sur Facebook. Je ferai peut-être de l'audio, mais je referai pas une chaîne YouTube. Hein. Au bout de tellement d'années, ça me ferait chier de recommencer. Ou alors je recommence, mais sur un truc, sur une autre forme que ce que je fais là. Hein. Ce serait probablement la possibilité la plus absolue de fonctionner comme ça. C'est-à-dire refaire un autre truc, mais différent, quoi. Un peu, je pense un peu comme les chroniques de Hooper.fr, mais en forçant en fait le système YouTube pour voir quelle vidéo passe, quelle vidéo ne passe pas, et sans mettre des numéros 1, numéro 2, comme ça, s'il y en a une qui disparaît, il n'y aura pas un problème dans la suite, dans la continuité des vidéos. Bon, là, on est en train de parler de trucs qui, j'espère, n'arriveront pas, hein. Mais écoutez, pour avril-mai, je savais pas ce que j'allais faire, peut-être, pour avril-mai, je sais vraiment pas. Et écoutez, ça peut être une bonne idée. Mais il me faut un bon sujet. Et je ne sais pas ce que je peux faire comme sujet. Je pourrais éventuellement... J'ai un sujet en tête, mais par contre, ça me nécessitera le fait de bosser très intensément le sujet. Malheureusement, je ne crois pas qu'on ait accès à des bibliothèques. Je ne sais pas si les bibliothèques ont réouvert. Je crois pas. Il est possible que j'ai un sujet, mais il faut que je réactive certaines de mes anciennes connaissances pour... Quoi que je dise ça, c'est pas obligé en fait. Je réfléchis. Je réfléchirai, ne vous inquiétez pas. Oui, en effet, bonjour, tu fais bien de me proposer de prendre mon courage à deux mains et d'y aller. Certaines bibliothèques sont ouvertes, oui. Certaines, mais pas d'autres. Ça m'arrange bien. J'espère que c'est indiqué quelque part. Je prends mon cas personnel, j'ai publié un documentaire qui m'appartenait pas. Il y avait des musiques dedans. Du coup, j'ai eu une réclamation de Warner Bros Music. J'aurais sorti le droit de courte citation et c'est passé. Alors que le documentaire était même pas à moi. Oui, peut-être. Mais après, quand tu fais ça et après que tu passes du Tim Burton ou des choses comme ça, c'est d'un autre niveau. Donc, bon. Mais il faut que j'arrête, que je libère du temps pour penser à un sujet qui pourrait me faire plaisir aussi.
Oui, en effet, Sociorama, l'expressionnisme allemand, ça pourrait être un de ces sujets pour l'anniversaire. Hein. Mais c'est tellement une usine à gaz que je ne saurais pas recommencer. Oui, alors, sachez que là, tu parles de Nibelungen. La plupart des films qui sont dans la période dite expressionniste, la plupart des auteurs ne se sont jamais revendiqués comme expressionnistes. C'est quelque chose qui est arrivé par la suite. Il y en a qu'un qui s'est vraiment revendiqué expressionniste. Hein. C'est Robert Wiene, je crois. C'est que c'est pas une usine à gage promptement parlé, c'est que c'est très chaotique. C'est très libre comme mouvement, alors il y a un peu tout et n'importe quoi, différentes versions d'expressionnisme entre le caligarisme, le Kammerspiel, qui a été filmé et qui ressemble pourtant à la grande famille de l'expressionnisme. Il y a des variantes plus naturalistes comme Nosferatu, donc mettre tout ça dans la même catégorie, ça a un peu divisé. Fritz Lang qui ne s'est jamais dit expressionniste et pourtant tu vois des formes assez aiguës. Alors ce ne sont pas des formes aiguës dans le visuel mais plus dans les thèmes et les personnages. Je veux dire par exemple le savant fou, je sais plus comment il s'appelle, Rodger ou je sais plus comment il s'appelle dans Metropolis, c'est un pur personnage expressionniste. Mais le film ne l'est pas autant qu'on aurait pu le voir dans d'autres œuvres. Hein. Comme j'allais dire le golem, mais là c'est peut-être un peu forcé. Mais Fritz Lang a plus l'expressionnisme dans la peau lors de séquences spectaculaires. Il est polonais, le réalisateur de Caligari. Oui, c'est pas le dernier. Hein. Il y a des Autrichiens aussi qui ont fait des films qui se revendiquent comme expressionnistes. Il y a eu un cinéma expressionniste russe. S'il y en a eu, je ne suis pas au courant. Mais il doit y avoir des retombées un peu partout. Hein. Ça, c'est pas. Il y en a bien eu en France avec le réalisme poétique. Il y en a eu en Angleterre, aux États-Unis, donc pourquoi pas en Russie. Mais ce qui se passe entre les années 20 et 50-60 en Russie, je ne sais pas du tout. Donc je ne voudrais pas m'avancer. C'est pas parce que Tim Burton il se fouette avec des roses pendant une interview que tout d'un coup c'est un expressionniste. Hein. C'est juste qu'il a trouvé une forme qui semblait résonner avec ce qu'il ressentait intérieurement, mais il s'en approche en aucun cas. Hein. Je m'en étais fait la réflexion en faisant un papier dessus quand on a dû rendre des choses pour un cours à l'université où je bossais justement sur Batman le défi, qui est pour moi un super exemple expressionniste. Et au final, il y a très peu de choses de purement expressionniste dans l'approche politique. C'est probablement celui qui se ressemble le plus dans toute la carrière de Tim Burton à de l'expressionnisme. On est vraiment à un degré... parce qu'il y a aussi une attaque politique pour le coup du film. Mais je dirais que c'est le seul hein, qui va assez loin. Moi, je le trouve pas si politique que ça, le Batman, le défi. Il y a quelques branches importantes, mais au-delà du Shrek et du pingouin, tout le reste ne tient pas beaucoup, quoi. C'est de la surface. J'ai pas l'impression que c'est aussi riche que des films expressionnistes purs, en quelque sorte. Et c'est pas rattaché à une violence particulière. Parce que l'expressionnisme, c'est un mouvement de violence. Aimerais-tu passer sur la chaîne de Merej pour un live? Ce serait sympa. Moi, je dis pas non, mais je vais pas lui courir après. Hein. C'est sa chaîne, c'est lui qui invite celui qu'il veut. Hein. Moi, c'est pas moi qui vais me dire hey, je passe en live, s'il te plaît. Je suis sûr que ce sera très stimulant, pour moi comme pour lui, j'en suis certain. Mais je cours pas après. Si à un moment il a envie, il n'y a aucun souci. Par contre, il faut qu'il me contacte vis-à-vis de mes moyens de contact. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas Twitter. Donc, si à un moment vous voyez un Synfiles Twitter, c'est que c'est pas moi. C'est simple. C'est quelqu'un qui se fait passer pour moi. Bah écoute, très bien. J'espère que ma chaîne lui fait pas peur. Pourquoi elle lui ferait peur, mais j'en sais rien moi.
Alors surtout que vous avez pu constater que je peux être présent visuellement. Vous m'avez sûrement écouté, regardé du coup sur la chaîne de Gilles Morgan, puisque j'ai fait une interview débat bistrot du coin de 3h40 avec Gilles, très très sympa. Moi j'étais content de passer chez lui. Donc j'ai moyen de me filmer. S'il le faut, hein, si les conventions font qu'il faut que je sois là visuellement, je peux le faire. De même que pour Querelle ou Microciné, si tout d'un coup ils me contactent, un vrai ravissement de pouvoir être avec eux, dialoguer avec eux. Si tu veux lui en parler, il n'y a pas de souci. Mais moi, je ne vais pas faire la démarche de lui sucer les boules pour être invité. Parce que le contenu, je veux dire, tu vois, si c'était un contenu qui me passionnait... je lui balancerai plus de messages en commentaire, tu vois, pour manifester, on va dire, ma présence, en fait. C'est des trucs d'actu à la con, genre le mec, il fait la suite des actus un petit peu, tu vois, genre chaude, et il fait une interview, enfin, il fait un truc de réaction, mais parce que lui, il veut générer un flux, parce qu'il veut être le meilleur youtubeur de France. Non, mais parce qu'il veut avoir un certain nombre d'abonnés, il veut peut-être même en vivre, alors il faut générer un flux actif, un flux agressif, et du coup, bah, dès qu'il y a la moindre annonce à la con, le moindre petit trailer un peu amusant, il se jette dessus, il fait une vidéo. Sur le long terme, Dersu, il pourrait y avoir un Twitter qui pop, mais moi je voudrais refaire ma chaîne, l'aspect visuel de ma chaîne avant, quoi. Alors après, Didi Mac, je dois bien t'avouer que moi je trouverais ça invraisemblable, genre qu'ils me connaissent pas. Je suis une des chaînes les plus anciennes sur YouTube. Alors je suis pas la plus connue, alors on est d'accord. Mais je suis une des plus anciennes. Alors je suis pas celle qui tape dans les trucs tendances, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'ils ne me voient pas passer sur les flux. Mais si les personnes ne font jamais de recherche sur internet, forcément, hein, ils tapent cinéma critique, c'est pas chez moi qu'ils vont tomber en premier. Hein. Surtout que, encore une fois, moi je joue pas la carte du flux. Donc quand vous voyez critique de je sais pas quoi, ben vous voyez des têtes de mecs. Donc vous voyez, ah, je vois sa tête, il a l'air sympa, je clique dessus. Ma vidéo, il n'y a pas de tête de moi. Hein. Vous voyez juste un titre du film avec le fond de l'affiche et c'est tout. Est-ce que ça fait vendre? Non, mais moi je m'en fous en fait. Moi je trouve ça beaucoup plus esthétique de faire ça que de mettre ma putain de tête en train de faire des prix, enfin des trucs à la con quoi. Je trouve ça plus respectueux envers le film que de faire des tronches de youtubeurs à la con. Mais ça c'est pour générer des flux parce que c'est tendance, donc forcément moi je fais pas ça, je suis pas tendance, je suis au fin fond du listing et forcément ils me croisent pas, mais c'est normal. Mais c'est en cela aussi que l'arrivée en fait que les abonnés parlent de telle ou telle personne peut aider après à faire des rencontres, hein, forcément. Ou que la personne a un vrai intérêt à croiser les autres, donc il va vers la personne pour lui demander. Mais moi j'ai jamais refusé. Hein. Alors j'ai jamais refusé. Mais il y a des trucs qui se sont jamais faits parce que la personne n'a pas repris contact. Malheureusement, les salles ne vont pas réouvrir. Moi, ça n'a jamais été un problème pour ma chaîne. Là, j'entends des gens qui sont aux abois, littéralement, parce que ils ne savent pas de quoi parler. Ce qu'ils veulent faire de l'actu. Alors, bien sûr, ce qui est l'actu, c'est nouveau, donc tout le monde se jette dessus. Sauf que maintenant qu'il n'y a plus d'actu, eh ben les mecs ils savent pas de quoi parler parce qu'ils veulent continuer à faire du buzz. Donc ils font du flux, malheureusement. Écoutez, moi c'est pas des chaînes qui m'intéressent, donc je ne sais pas comment ils s'en sortent, mais vu qu'ils arrêtent pas de se plaindre, c'est que ça doit pas être évident pour eux. Moi ce n'est pas mon problème, étant donné que je ne gagne pas d'argent avec la chaîne, et les quelques pubs que vous avez, c'est des pubs qui sont directement liées au distributeur, et il n'y a absolument rien dans ma poche. Donc moi je suis libre de mon propos. Je peux faire des films, des vieux films ou des films complètement paumés actuels, j'en ai rien à foutre. Donc ça c'est plutôt une liberté pour moi. Et qui plus est une liberté qui est plutôt beau fixe au vu de notre condition aujourd'hui vis-à-vis de la culture du cinéma, puisque les gens se tournent vers des choses passées et non pas forcément vers l'avenir systématiquement.
Et j'entends parler des chaînes aussi qui étaient là pour faire de l'actualité principalement. Alors bien sûr, là, j'ai l'impression de dire qu'il y a absolument rien qui sort. Non, il y a des trucs en série. Il y a Netflix et les Amazon Prime et Disney Plus qui continuent à sortir des choses. Mais pour ceux qui s'attendent à un contenu, on va dire, un petit peu plus au niveau, là, il faut un petit peu plus creuser. Et je pense aussi que au bout d'un moment, il faut aussi un petit peu se poser la question de qu'est-ce qu'on a eu avant, tout ce qui se passe avec les plateformes, tout ce qui se passe avec notre cinéma actuel, quitte à justement se mettre en danger pour mieux évaluer le cinéma actuel. C'est justement, on évalue le cinéma actuel vis-à-vis d'une expérience passée. Alors autant grandir cette expérience passée en allant se confronter à des cinémas qui nous font défaut. Des films qu'on n'arrive pas à saisir ou une ambiance qu'on n'arrive pas à saisir. Donc moi, ça ne changera rien sur ce que vous avez sur la chaîne. Le ralenti des publications. Mais ça, vous y êtes habitué maintenant. Ça devrait mieux se passer. Moi, c'est ce que je conseille d'ailleurs. Il faut profiter de ce temps de non-actualité pour revenir vers le passé. Et puisque moi, je ne suis pas connecté aux plateformes actuelles comme Amazon Prime, Netflix. Enfin si, on a Netflix, mais c'est ma coloc qui a les codes pour y accéder. Donc finalement, c'est très très bien parce que ça permet de limiter un peu l'abus en fait que je pourrais faire du contenu de Netflix en le regardant à la chaîne quoi. Donc je suis presque content en fait que ce soit comme ça. Et puis aussi, ce qui est contraignant avec Netflix, ça veut dire que je vais devoir solliciter une fenêtre en fait. Alors que ce que je peux faire avec VLC, quand j'ai le fichier en dur, vous voyez ce que je veux dire, juste le fichier vidéo, c'est que je peux le mettre en fenêtré et faire autre chose à côté. Alors qu'avec Netflix, non. Et je n'ai qu'un seul écran aussi, c'est peut-être la différence par rapport à d'autres qui ont deux écrans. Moi, je n'ai qu'un seul écran, donc je ne peux pas mettre d'un côté le film sur une fenêtre et de l'autre côté, je fais un texte ou je fais autre chose. Les plateformes différentes comme HBO Max ou Disney Plus, et sont Disney Star, hein, bien sûr, Disney Star, qu'est-ce que c'est que cette connerie, encore pour raquer encore plus les gens, c'est consternant. Tout ça, ça m'est un peu étranger, même s'il y a des choses que j'attends et que d'une façon ou d'une autre, je regarderai. J'ai vu rapidement le trailer de Kong versus Godzilla ou de Godzilla versus Kong, je ne sais plus dans quel sens. Oui, bon, ça a l'air standard et ça a l'air assez sympa aussi, mais bon, sans plus quoi. On attend plutôt Matrix. On veut des images de Matrix. Je pense pas que ça va être très bien Matrix. J'ai un doute, voyez-vous. J'ai un doute. Là, Snyder Cut aussi. On attend un petit peu. Les images sont pas mal. Donc on a hâte de voir. J'ai vu une image de Darkseid et de Steppenwolf. Je préfère largement ces designs-là. Hein. C'est très très spectaculaire. Hein. Moi, je suis juste un peu énervé qu'il n'y ait pas plus de gens qui montrent des choses un peu différentes. On reparle une énième fois de... J'ai rien contre Guillaume Cassard, hein. Il essaye de se donner un boost et je trouve qu'il y arrive. Mais retour vers le futur, quoi. Oh là 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 là. Ah, là, tu sens que c'est pour les vues, hein. Tu sens juste que c'est pour les vues, hein. Quoi que ce soit... L'idée même de ce sujet-là me donne même pas envie d'aller le voir. C'est quand même un comble. Je sais pas, il aurait pu prendre un truc aussi connu, mais un petit peu moins commenté. Je sais pas, moi... Hit de Michael Mann. Outland, avec Sean Connery. Mais bien sûr, ça fait pas vendre. Du tout. Donc, il n'en parle pas. Il préfère parler de Retour vers le futur. Ouais, super. Oh là là. Tout ça, c'est... Ça m'ennuie. Ça, là, quand je vois ça, là, je peux dire que le YouTube m'ennuie. À la place, je regarde des vidéos de lapins et des vidéos de gens qui se font masser, n'est-ce pas, Hello? Cette prise à partie en plein live, c'est pour un flux vidéo et je le fais pas, donc je peux pas me rendre compte de la pression du clic par rapport à d'autres qui ne vivent que de ça. Voilà, Didi Mac, oui, je suis d'accord avec toi. Prendre un angle inédit pour rendre ça utile, oui, totalement. Ah oui, je suis d'accord. Encore une fois, je laisse couler tout ça. J'ai pas d'intérêt à me concentrer dessus, donc je laisse.
Quand le cinéma réouvrira, bah, ça dépendra de ce qu'il y a, mais je vais pas me forcer à aller voir s'il y a rien qui m'intéresse. Hein. Par pure obligation politique, ouais, enfin, s'il y a rien qui me donne envie, parce que c'est quand même de l'argent, putain. Parce que oui, il faut aller soutenir les salles, il faut aller payer des trucs en salle. Bah, si on n'a pas d'argent, parce que justement on a eu des coups durs avec le Covid, on va pas commencer à le dépenser là pour soutenir les salles. Hein. Il y a cette petite différence qu'il faut saisir aussi. Les salles n'ont pas d'argent, ouais, bah ceux qui vont en salle, ils n'en ont peut-être pas non plus, hein, en tout cas pas à dépenser en salle, donc ça a intérêt à être un très bon film ou un classique que j'ai vraiment envie de revoir. S'il y a un Batman, j'y vais. Moi, c'est pas dit, hein, parce que The Dark Knight, je le connais très très bien. Batman le défi, je l'ai revu récemment. Revoir Batman Forever en salle, enfin, je l'ai même pas vu en salle. Non, moi je n'irai pas revoir un Batman en salle. Il faudrait que ce soit un film que j'ai jamais vu en salle. Vous savez, un truc du style Jurassic Park en salle. Ah ouais, ça peut avoir de la gueule, ça. Mais en même temps, il y a plein de films qui seraient cool en salle, mais que je connais tellement que... revoir en salle un film que je connais quasi par cœur... Oh là 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 là, moi je trouverais ça laborieux. Ah ouais, Avatar, oui, ça ce serait pas mal. Ils ressortent Avatar en salle 3D, moi j'irai voir. 100%. Mais bon, c'est Pixar, de toute façon, c'est pas une compagnie que j'aime beaucoup. Je préfère largement sur la masse, parce qu'ils en ont fait beaucoup plus, ils sont moins bien, hein, mais je préfère plus ce qu'a proposé DreamWorks, qui est vraiment des films pour les enfants. C'est un peu con, hein, des fois, c'est un peu mal foutu, mais je trouve que c'est des films qui ont beaucoup plus l'esprit pour les enfants. Ou là où Pixar veut toujours que ça soit mi-figue, mi-raisin entre pour les enfants et pour les adultes. Et du coup, ils jouent pas carte sur table réellement, alors que DreamWorks joue carte sur table. Après, vous savez, moi j'ai pas d'enfants, donc je me rends pas compte de certains dilemmes que doivent subir probablement les parents. Goldo, ils vont chercher des doubles lectures, mais ce sont des doubles lectures, je pense, évidentes, et il y en a pas dans chaque film, mais il y en a. Elles sont peut-être un peu moins clinquantes auprès de la critique. Elles sont trouver des messages innovants, à part des messages anticapitalistes, ce qu'on n'a pas vraiment pour l'instant, parce que sinon, le film se fait pas en fait. Brûler tout et recommencer à zéro. Tu vas pas mettre ça dans un film pour les enfants. Hein. Si tu devais faire ton film Batman, tu le ferais comment ? Je sais pas. Soit je pars sur un Batman assez technologique où on aurait Clayface, gueule d'argile, parce que ça c'est un méchant qui me fait assez fantasmer, gueule d'argile et Mr Freeze. Soit on part sur un truc un peu plus réel et je travaillerai sur Double Face, je pense. Double Face et un autre méchant. Je serais pas dire qui. Hush peut-être. Double Face et Hush. De mémoire, Hush. Je crois que c'est un mec qui a des bandages tout autour de la tête et qui est un tueur à gages. Soit on part sur un truc un peu plus pulp, un peu plus fantasque. Et là, gueule d'argile pourrait être démentiel. Parce que c'est presque un des méchants les plus invincibles en fait de l'écurie Batman. C'est celui qui est le plus fou en fait, je trouve, gueule d'argile, Clayface. Et alors là, en termes d'effets spéciaux, on aurait du lourd, mais monstrueux. Genre le mec, il peut être tout le monde à la fois, il peut se transformer, il peut transformer ses bras en massue, il défonce les portes, il se transforme en boule et roule sur Batman, il peut enfoncer Batman dans son corps. Enfin, ce serait démentiel en fait ce qu'on pourrait faire avec Clayface. Mais par contre, il faut un environnement qui permette en fait la création de ce personnage. Et il faut vraiment que l'effet spécial soit impeccable. Parce que sinon on n'y croira pas, parce que ça reste des boules de gomme, d'argile, quoi, qui se modifient, tout ça, ça peut être organiquement assez dégueulasse, en fait. Surtout avec les images où le mec, il prend les corps, en fait, des gens qu'il voit à la télévision pour se faire passer pour les gens, enfin, on peut vraiment faire des trucs de ouf, en fait, ça peut être la paranoïa totale, en fait, de la part de Batman, ça peut être terrifiant, en fait, Clayface. Et pour être un méchant à part entière, en fait, dans le film. Et Mr Freeze, parce que je trouve le traitement de Schwarzenegger, c'est très joli, c'est sympa pour les gamins, mais Mr Freeze mérite mieux. Ça mérite beaucoup mieux. L'un des deux, voire même les deux, c'est pas impossible en plus, puisqu'on a pu voir dans un des Batman Arkham, je crois que c'est Batman Arkham City, où on voit les deux.
je sais plus, Arkham Knight, ou je sais plus lequel de la trilogie là, où on a Mr. Freeze et Clayface dans le même jeu. Donc il y a moyen en fait de les lier. Body Horror, Cronenberg, ah ouais totalement Didi Mac. Il y a le moyen en fait technologique, on a les effets spéciaux pour. Il faudrait peut-être qu'il soit Peggy, pas Peggy 13 mais Rated R, si on voulait faire les choses proprement. Vraiment pour exploiter le maximum. Je suis toujours un peu frustré d'avoir des fois des méchants de Batman qui sont pas exploités à mort, vraiment bien exploités. Toujours un peu, par exemple le double face de Nolan, le truc est super, mais je trouve qu'on n'a pas encore exploité à fond. Quand le film se termine, on n'a pas encore exploité à fond, et c'est un peu une frustration de ma part. Donc moi, quand je prends le méchant, je veux bien l'exploiter à fond. Et la possibilité esthétique, parce que c'est pour le coup, Clayface, le méchant le plus esthétique de toute l'écurie des méchants de Batman. Hein. Il peut se transformer, travaille avec la lumière, puisque c'est un matériau un petit peu neutre en fait, l'argile, mais tu peux la travailler avec de la lumière des décors, superbe, tu peux la solidifier, la liquéfier, c'est très esthétique tout ça, par rapport à des gens qui sont en costume de bout en blanc, toujours le même jusqu'à la fin du film. Le Joker permet un truc dans le scénario qui est superbe, mais esthétiquement c'est un personnage plutôt pauvre. C'est là où il faut le faire interagir avec du décor pour qu'il fasse des tags, pour qu'il change des choses, mais lui-même il est pauvre, alors que Clayface il est riche esthétiquement. C'est là où moi j'ai envie de voir en fait les quelques dessins animés où Clayface apparaît, c'est une dinguerie ce qu'on voit. Donc imaginez ça en film, waouh, mais moi je saute dessus. De toute façon sur chaque Batman, je vais voir un Batman religieusement, là le Batman qui va arriver avec le pingouin, l'homme mystère, et je sais trop quoi encore, et Catwoman, moi j'irai voir ça religieusement. Hein. Ça il faut que ça sorte en salle. Hein. S'il faut que je dépense 30 € ou 40 € pour aller le voir en salle, parce que le cinéma sera peut-être devenu d'ici là un produit de luxe, moi j'irai voir, hein. Je n'hésiterai pas. Hein. Pour moi Batman c'est très important, hein. C'est très important dans ma vie culturelle. Hein. Et je dis pas que je suis en train d'être giga fan, qui a vu toutes les bandes dessinées et tout ça, non. Le rapport au personnage, vis-à-vis surtout de Batman le défi, moi c'est un truc qui me touche beaucoup, et du coup le rapport à Batman, moi, a toujours été étroit et est important. Même Batman et Robin, hein. Je trouve que les 20 premières minutes, elles sont démentielles. Ça n'arrête pas. C'est le festival. C'est même peut-être plus proche d'une certaine bande dessinée du début de Batman que forcément de ce qu'on fait maintenant. Donc c'est ce qui lui avait été reproché d'ailleurs. Mais c'est là où je suis d'accord avec Durandal quand il dit que, bon, c'est pas mon préféré, parce que c'est ce que disait Durandal, mais que c'est ce côté libéré de toute contrainte, même de toute contrainte de sérieux, le fait plus rapprocher de bande dessinée pulp que d'un film. C'est en cela où ça peut être peut-être une des meilleures adaptations en fait du personnage. Par rapport à un courant particulier des comics, hein, on est d'accord, pas par rapport à tout. Hein. Oui, bien sûr, Sociorama, j'exagérais. Hein, il pourrait arriver que pour certaines salles, ils augmentent un peu le prix du billet. Parce qu'au final, c'est pas très méchant, hein, Batman et Robin. Au pire, tu te marres parce que c'est un peu con. Et au mieux, tu restes fasciné en fait par le délire esthétique. Parce que quand tu prends un peu de recul, tu regardes un peu les décors, un peu les enjeux de lumière, putain, il y a du taf. Hein. C'est complètement fou. Hein. Mais il y a un vrai taf. Et il y a un côté aussi très très artificiel au point que tu te dis, il y a des idées derrière. En fait, il y a des références pour amener à un truc pareil. Au-delà de vendre des figurines. Parce que les figurines, on ne te les vend pas avec les lumières hein, et les angles de caméra. À un moment, ça doit bien venir de quelque part, ça. Ça, à mon avis, ça doit venir d'un certain moment dans la bande dessinée qui a présenté des aventures de Batman que a lu Schumacher. Et c'est là où lui, il a puisé ses inspirations. Quand on voit la première bande dessinée de Batman, hein, on n'est pas très loin. Hein. C'est très simple, très très coloré, c'est très rapide, ça va pas dans le détail. On est un petit peu sur ça, hein, au final. Très axé années 60, voilà. On se rapproche en fait presque du premier film Batman. Et quand on l'accepte, parce qu'il faut encore s'en rendre compte, mais quand on l'accepte, le film il passe mieux. Parce qu'on sait pourquoi c'est tout bizarre, tout branlant, tout mal foutu dans les dialogues, on sait à peu près où on va en fait, d'où ça vient.
Je trouve, dans Batman Forever, moins dans Batman et Robin, mais dans Batman Forever, il y a des notions expressionnistes dans des motifs visuels, notamment vis-à-vis de la lumière et du décor. C'est un peu moins subtil et travaillé dans un ensemble comme chez Burton, mais il y en a. Notamment les motifs de spirale, c'est assez présent dans Batman Forever. Rien n'est droit, tout est de travers. Tout est éclairé d'une façon complètement inimaginable. Tu peux pas imaginer qu'un couloir puisse être éclairé naturellement, comme ça. Et c'est là où moi je me dis il y a quelque chose de Burton que le premier Batman de Schumacher essaye d'un peu de casser, de déformer encore. Comme si déjà les films de Burton sont déformés, bah là c'est une déformation de déformation. C'est comme si Schumacher voulait déformer le film de Burton pour le faire revenir sur un droit chemin. Et c'est cette déformation, cette transition qui fait un drôle de mélange en fait. C'est très étrange, hein. C'est pour ça aussi que vous avez à chaque début, je pense sans le faire exprès, hein, mais à chaque début de vidéo, vous avez un extrait de Batman Forever. En êtes-vous conscient? À chacune de mes analyses ou de mes critiques sur YouTube, vous avez un petit extrait qui provient de Batman Forever, hein. C'est pas que je voue un culte à ce film-là, mais c'est l'idée en fait du mec qui sort de la télé pour venir te happer en fait, pour venir te choper les idées, qui moi je trouve c'est tellement ce qu'on a maintenant. C'était déjà le cas de la télé avant, hein, mais c'est tellement ce qu'on a maintenant, et en même temps il y a une beauté en fait dans cette image. Enfin, Schumacher il a capté un truc clair en fait de notre époque dans cette image-là. La narration des couleurs dans Batman et Robin. Bah là je pense qu'il faut avoir une connaissance dans les bandes dessinées pour sentir en fait les filiations, mais après moi je trouve ça stimulant en fait. Mais c'est lié à beaucoup d'enfantillage et je trouve ça dommage. Mais les ambiances sont superbes. Mais le truc c'est que par moments c'est très lié aussi à un décor carton-pâte. Je trouve ça dommage. Il y a une espèce de va-et-vient entre vraiment une vraie prouesse et un truc pour les gosses quoi. Et moi je suis plus un gosse malheureusement. Écoutez, je vais m'arrêter là parce que ma voix flanche un petit peu. Que dire pour cette année qui arrive? Déjà je vous remercie d'être là, d'être fidèle au poste, dont certains sont là depuis des années. Je pense à Bonjour notamment, et bien sûr les habitués, hein, Théo, Luc, Rino aussi, t'es là depuis un moment. Tu postes pas beaucoup de messages, donc j'ai du mal à me souvenir de quand tu es arrivé. Mais il me semble que tu es là depuis un moment aussi. Sociorama. Tous les gens qui sont là et qui prennent le temps d'être là en live aussi pour poster quelques messages. Je vous remercie beaucoup. Je ne suis pas mort. Et je suis en bonne santé actuellement. Donc c'est déjà une bonne chose. Ça veut dire qu'il y aura toujours du contenu sur la chaîne. Et il sera irrégulier. Mais il sera là. Je compte pas faire de grands bouleversements jusqu'à ce que j'ai trouvé le truc pour me débloquer esthétiquement mes vidéos. Pour l'instant ce n'est pas le cas. J'essaierai pour les 10 ans de la chaîne, enfin non les 10 ans de la chaîne, les 10 ans de mon travail vidéo sur le cinéma, je devrais le formuler comme ça, de faire un truc voilà, sur la chaîne un peu spécial, un peu unique. J'espère que j'aurai le temps de m'y consacrer bien pleinement. Et puis voilà quoi. On va continuer à survivre dans cette fournaise qui est l'environnement YouTube autour du cinéma. On va essayer de ne pas disparaître. Je trouve que c'est déjà un bon objectif. Et de garder son intégrité et de garder la tête hors de l'eau. Ce qui arrivera forcément de passer par quelques films un peu putaclic. Et encore putaclic, c'est relatif. On a quelques DC Comics à rattraper avec Arthur sur la chaîne. J'aurai des analyses de séquences à poster. Et je ferai peut-être quelques films un peu différents. Là, j'ai terminé un texte, une prise de notes sur Alice et le maire. Petit film français, très sympa, qui fonctionne bien, mais qui n'a pas beaucoup d'ambition, hein, mais qui fonctionne. Je vous ferai le goût du saké, je pense. Je vous ferai aussi peut-être, parce que j'ai vu le film en duo Alice et le maire et le mystère Henri Pic. Je ferai 2 petites vidéos comme ça. Il faut que je fasse des vidéos moins lourdes à traiter parce que le Joker, j'en peux plus. Surtout que maintenant, rétrospectivement, que le Joker est un petit peu passé, je
j'ai pas beaucoup de plaisir avec le film, donc ça risque d'être amusant avec Arthur. Donc voilà, le truc c'est de rester en vie. Le truc, ce serait aussi d'être peut-être un peu plus dans des lives d'autres personnes. On a un projet avec Gilles Morgan qui arrivera à un moment. Je vous transmettrai sur Facebook si ça devait arriver. Et puis il y aura toujours les replays chez Gilles, donc ce sera un truc, on parlera d'un film. Un film très très bien, sur lequel je n'ai pas encore parlé. Et peut-être des lives avec d'autres personnes, qui sait. Tout d'un coup, je serai sur Querelle ou chez Samir ou chez le gardien ou que sais-je. Mais je ne suis pas fermé à ça. C'est juste que voilà, il faut passer par Facebook pour me contacter ou par des commentaires de vidéos pour me contacter. C'est peut-être ce qui fait blocage. De même que mon côté un peu vieille chaîne par rapport à des gens qui ont tous commencé avec le confinement. Mais on ne désespère pas de pouvoir communiquer avec les autres, partager avec les autres, sans que ce soit une démarche que je vais faire personnellement vers la personne. Parce que je suis tellement vieux en fait sur YouTube que dans l'absolu, il y a peu de contenus qui vont m'apporter des choses au point que je leur manifeste vraiment de l'intérêt. Donc c'est plutôt les autres qui viennent vers moi et j'en serai réceptif. Donc s'ils toquent à ma porte, je leur ouvre avec beaucoup de bonheur et beaucoup d'attention. Voilà. Mais je ne vais pas aller vers leur maison. Écoutez, je vous remercie d'avoir été là. Je vais essayer de monter cette partie relativement rapidement pour que ce soit au moins prêt pour le week-end prochain. Et après, on reprend un petit rythme tranquille. Voilà. Encore une fois, faites attention à vous. Prenez pas froid parce qu'il fait très froid dehors. Portez-vous bien. Essayez de voir des films de n'importe quelle façon. Et à bientôt. À bientôt pour de nouvelles aventures. Passez une bonne soirée.